Josephine. I won't leave you waiting in between. And the cigarette you bummed from me is almost burning out. You suck it till your fingers burn and then you throw it on the ground. Bienvenue sur le podcast Les enfants vont bien. Ici, vous entendrez parler de PMA à l'étranger, de GPA, de conception artisanale, d'adoption et de bien d'autres termes qui accompagnent les parcours de conception de nos familles. Vous entendrez aussi et surtout des familles homoparentales, monoparentales par choix ou de fait, adoptantes, nous raconter leur parcours extraordinaire au sens littéral du terme, vers la parentalité. Parce qu'en France, le chemin est bien avancé mais n'est pas encore abouti, je vous propose d'écouter des témoignages de nos quotidiens qui vont vous rassurer sur le fait que nos enfants vont bien. Vous écoutez le 12e épisode du podcast Les enfants vont bien. Il y a une différence énorme dans les parcours que nous menons entre les familles de maman et les familles de papa. Nous, les mamans, nous avons la chance de pouvoir porter nos enfants et nous n'avons pas un, mais deux ventres, ce qui nous laisse ainsi le luxe de choisir qui portera nos enfants. Pour les papas, la difficulté est tout autre et elle limite les choix possibles. Coparentalité et adoption sont les seuls possibles en France. À l'étranger, la GPA, gestation pour autrui, s'offre à eux. Si elle est décriée et suscite la polémique, elle permet la naissance de plus de 400 enfants, rien qu'aux États-Unis, là où l'État français considère qu'elle ne concerne que 44 naissances sur 5 ans. Plusieurs pays permettent et encadrent la GPA, ce n'est toujours pas le cas de la France. Si la GPA demande une motivation sans faille tant elle est exigeante en temps et en persévérance, elle a aussi un coût qui ne la rend clairement pas accessible à tous. La naissance de l'enfant n'est qu'une étape du parcours vers la reconnaissance de la famille en France. Il aura fallu attendre 2018 pour que l'État permette enfin de retranscrire fidèlement l'acte de naissance d'un enfant issu de GPA. C'est précisément la raison pour laquelle il est si difficile d'entendre et de rencontrer des papas souhaitant témoigner. J'ai eu la chance que Romain réponde à ma demande, et je vous mentirais si je vous disais que je ne connaissais pas son histoire. Je pense que nous l'avons tous et toutes suivi du coin de l'œil, et peut-être même plus attentivement. Romain et Alex font partie des premiers couples mariés en France. Ils ont ensuite naturellement envisagé leur paternité et ont choisi de bénéficier d'une GPA aux États-Unis qui s'est concrétisée par la naissance d'Elliot. Aujourd'hui, Romain et Alex se sont séparés. Romain vit avec Elliot à Las Vegas, il s'est remarié avec Junior et tient depuis 5 ans un poste de coordinateur pour une clinique de fertilité. À mon micro, il détaille, comme il le fait tous les jours dans son métier, le déroulé d'un parcours de GPA aux États-Unis et bien sûr, il nous parle de son parcours à lui. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Romain. Bonjour. Je te remercie beaucoup d'avoir répondu présent à mon invitation. C'était pas évident vu ta renommée, on va dire, mais en tout cas, c'est génial de pouvoir partager avec toi ce soir. C'est avec grand plaisir. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux du coup me présenter ta famille et m'expliquer un petit peu ta composition familiale aujourd'hui? Alors, moi je m'appelle Romain, j'ai 34 ans, j'ai un petit garçon qui s'appelle Elliot, qui a eu 5 ans, qui a juste eu 5 ans. J'ai eu ce petit garçon avec mon ancien mari, parce que oui, je suis une famille homoparentale et divorcée. Donc avec mon ancien mari, nous avons eu un fils et ensuite nous nous sommes séparés parce que la vie malheureusement n'est pas toujours soudée à la même personne pendant toute sa vie. Donc nous nous sommes séparés, on s'entend très très bien et je me suis remarié. Donc maintenant moi je m'occupe de notre fils avec mon nouveau compagnon, mon nouveau mari. Donc Elliot a un beau-père et c'est nous qui nous occupons d'Elliot à Las Vegas. D'accord, donc en fait tu l'as en garde quasiment temps complet? Oui, alors mon ex-mari habite en France, donc il essaie d'être là pour toutes les vacances et de voir Elliot un maximum. Mais en effet, Elliot est scolarisé aux États-Unis à Las Vegas, donc il est en temps complet ou en tout cas maximum de l'année à Las Vegas puisqu'il va à l'école. D'accord, ok. Alors, est-ce que tu peux me raconter un petit peu, en tout cas, comment tu as rencontré ton ex-mari, comment vous avez avancé dans votre histoire et comment est arrivé le désir d'enfant? Parce que c'est pas simple, encore plus dans un couple de papas, d'envisager la parentalité.
Oui, tout à fait. Alors, moi, j'ai rencontré mon ex-mari grâce au boulot, en fait. On travaillait ensemble, donc Mmh. c'est pas très original. On travaillait ensemble, bon, ben, nous nous sommes mis ensemble assez rapidement. Nous nous sommes mariés et moi, personnellement, tout comme lui d'ailleurs, on avait toujours eu ce schéma familial, chacun de notre côté et puis ensemble ensuite, d'avoir, une famille avec un enfant. D'accord, On envisageait peut-être même d'avoir plusieurs enfants au début. On avait même pensé avoir peut-être des jumeaux, d'accord. parce que la configuration de GPA permet d'avoir des jumeaux plus facilement. Mais bon, on a eu un enfant et ça a toujours moi en tout cas, j'ai toujours voulu avoir des enfants, et même en étant homo, c'est pas quelque chose qui m'avait, découragé. C'est-à-dire que je suis plutôt un caractère optimiste et je m'étais dit: «J'aurai des enfants». Alors j'avais pas au début pensé comment, mais ça avait été l'adoption, la coparentalité, la GPA, mais c'est toujours quelque chose qui personnellement a toujours été en moi et du coup, on était sur la même longueur d'onde avec mon ex-mari. D'accord, et vous habitiez en France à l'époque? On habitait en France, on avait un pied-à-terre aux États-Unis, mais on habitait en France. D'accord, OK. Et alors du coup, quand donc vous vous êtes mariés, donc ça devait être en 2000, enfin après le mariage pour tous, donc en 2014, quelque chose comme ça? On s'est mariés en 2013. Donc 2013, le mariage d'accord. pour tous, ça devait être, au printemps 2013 Mmh. et on s'est mariés en France en septembre 2013 et on a célébré, aux États-Unis en décembre 2013. Las Vegas étant la ville des mariages, nous avons fait un mariage à Las Vegas avec nos amis. Donc un mariage à Las Vegas parce que tu étais déjà, au niveau enfin, tu avais déjà un rapport avec Las Vegas à ce moment-là ou pas du tout? C'était, Hem, Mon ex-mari dis-moi? a une partie de sa famille qui vit à Las Vegas. Donc, mon ex-mari Mmh. avait une accroche avec Las Vegas et il était, enfin il est toujours d'ailleurs, il met en scène des spectacles. Donc s'il y a bien une ville où on peut mettre en scène des spectacles, c'est Las Vegas. Oui. Donc il a toujours eu d'ailleurs un petit pied-à-terre, un petit appartement à Las Vegas et quand on s'est rencontrés, on allait passer nos étés à Las Vegas et ensuite, on a décidé de s'installer à Las Vegas, mais ça, c'est une fois qu'on a eu, notre enfant. Donc suite à votre mariage, vous avez de suite, vous êtes de suite lancés dans la GPA. Comment vous avez fait le choix de la GPA finalement? Puisque tu parlais tout à l'heure de coparentalité ou d'autres procédés. Comment vous avez fait le choix de la GPA? Alors, la coparentalité, je trouve elle est plutôt intéressante quand tu connais des gens qui Mmh. peuvent, je sais pas, un couple de lesbiennes ou une femme célibataire qui pourrait éventuellement t'aider. Nous, malheureusement, on connaissait personne. En revanche, autour de nous, on avait pas mal de papas qui avaient eu recours à la GPA. Donc, c'est comme ça qu'on a pu avoir des premières informations sur la GPA. D'accord. Et finalement, on a suivi le parcours, d'un couple d'amis, qui était très proche de nous et qui avait fait ça, qui avait eu un enfant, une petite fille, grâce à une GPA. La petite fille, à l'époque, avait 7 ans, donc il y avait vraiment un retour, c'est-à-dire que tout se passait bien, Mmh. l'éducation de la petite fille était parfaite. Donc on s'est dit: «On va se lancer dans la GPA». C'est aussi ça qui nous a permis, de nous installer encore plus aux États-Unis en se disant, «Il faut quand même remettre les choses dans leur contexte». C'était la période du mariage pour tous, les manifestations dans les rues. Donc, l'idée, c'était de se dire, si on fait une GPA, c'est mieux qu'on vive aux États-Unis pour le bien-être de notre enfant. Mmh. Euh, donc voilà comment aussi on a basculé sur le fait de rester en permanence à Las Vegas. D'accord. Parce qu'aux États-Unis, c'est bien mieux perçu qu'en France? La GPA aux États-Unis, dans certains États, elle est légale depuis 30 ans. Ah oui. Donc, on a passé outre la période de: «Ah ben non, il faut pas le faire. Ah ben non, on est contre». C'est-à-dire que maintenant, c'est juste rentré dans les mœurs, c'est une possibilité qui s'offre à tous. D'accord, OK. Et donc là, pour vous, le plus simple, du coup, c'était de passer par une clinique à Vegas. C'est ce que vous avez fait, je suppose? Alors non, nous, on est passé alors encore une fois, on était au tout début, on savait pas comment ça se passe. On a vraiment suivi le parcours d'un couple d'amis qui avait fait ça. Donc on a pris la même agence de mère porteuse Mmh. et la même clinique qu'ils avaient choisie. On pensait, parce qu'on connaissait rien à la GPA aux États-Unis, que en fait, c'était interdit d'avoir recours à une mère porteuse dans le Nevada et d'avoir recours à une clinique dans le Nevada. D'accord. On pensait qu'il y avait que la Californie
et qui autorisait ça. Pour remettre dans le contexte, hein, c'était il y a 7 ans, donc Oui, c'était flou. on était vraiment, enfin, il y avait très peu de personnes qui parlaient de ça en France. On n'avait pas encore eu Marco Fogiel qui avait écrit son livre, on n'avait pas encore eu aucun débat parce que c'était même pas possible d'ouvrir un débat. Donc, on était vraiment au tout début en France. Donc, on a tout simplement suivi le parcours d'un couple de Français qui l'avait fait et qui avait réussi à avoir son enfant. D'accord. Donc, vous êtes parti en Californie. Donc, on est parti en Californie pour lancer le process avec une agence de mère porteuse à Los Angeles, une clinique à Los Angeles et une mère porteuse qui était à côté de San Francisco. D'accord. Donc, en fait, tout ça, c'est 3 organismes indépendants finalement. Enfin, la mère porteuse en elle-même n'est pas un organisme, mais tu dois d'abord trouver un organisme qui te propose des mères porteuses, un organisme qui te propose, je suppose, un don d'ovocytes et la clinique. Alors, je vais t'expliquer exactement parce que, ouais, du coup, ça, c'est maintenant ce que je fais, donc je peux t'expliquer vraiment comment ça s'organise. D'accord. Il y a 4 grandes parties. Il y a une première partie qui est la donneuse d'ovocytes. Il faut que tu trouves une donneuse d'ovocytes. Certaines cliniques ont des bases de données de donneuses d'ovocytes. Si c'est pas le cas, dans ce cas-là, il faut prendre contact avec une agence de donneuses d'ovocytes. Ça, c'est la première partie, trouver ta donneuse d'ovocytes. Ensuite, la deuxième partie, ça va être de trouver ta clinique de fertilité pour pouvoir créer les embryons. Donc, dans le cas d'un couple homosexuel, les papas vont donner leur sperme et ils vont récupérer les ovocytes de la donneuse d'ovocytes. Et tout ça est organisé grâce à la clinique de fertilité qui va créer des embryons. D'accord. Donc ça, c'est le début. Une fois qu'on a nos embryons, il va falloir une mère porteuse pour porter l'enfant. Donc, on va appeler une agence de mère porteuse. Troisième entité, l'agence de mère porteuse qui va trouver une mère porteuse pour porter ton enfant. Et il y a une quatrième partie qui est quand même assez importante puisque c'est une partie légale, assurance et banque pour être sûr que tout est encadré, que ton enfant va bien être ton enfant et une côté assurance surtout pour les parents qui sont français pour être sûr que la facture va pas être multipliée par 10 et que tout est vraiment encadré. Donc voilà les 4 grandes parties et les 4 intermédiaires qu'il va falloir contacter pour pouvoir organiser ta GPA. D'accord. Et ça, il n'y a pas des cliniques qui proposent tout au sein de la même clinique? Alors, l'Ordre des médecins en fertilité américain recommande, conseille, n'oblige pas, mais presque, les cliniques et les agences de mères porteuses d'être complètement indépendants. D'accord. En gros, il y a une structure qui s'appelle ASRM et qui dit qu'une clinique ne peut pas être propriétaire d'une agence et vice-versa pour pouvoir être objectif et pour ne pas valider des mères porteuses qui seraient entre guillemets bancales, c'est-à-dire elles sont pas trop en bonne santé, mais comme c'est nos mères porteuses à nous, elles font partie du même groupe, de la même entreprise, on les valide. D'accord. Donc l'idée, c'est vraiment qu'il y ait une séparation entre la partie logistique, c'est-à-dire l'agence de mères porteuses qui va recruter les mères porteuses, et la partie clinique, c'est-à-dire la clinique de fertilité qui va s'occuper de tout le process clinique. D'accord. Donc vous vous retrouvez en Californie, donc d'abord vous cherchez une donneuse d'ovocytes, ou en tout cas une agence. C'est ça. Donc, ouais, la première chose qu'on fait, donc, c'est qu'on trouve déjà une clinique. Oui. L'important, c'est de trouver une clinique qui va pouvoir créer nos embryons. Donc, une fois qu'on a la clinique, qu'on a fait notre don de sperme, on va chercher une donneuse d'ovocytes. D'accord. Donc là, la donneuse d'ovocytes, nous, on l'a trouvée grâce à une agence de donneuse d'ovocytes. Donc, c'est une petite entreprise qui s'occupe de ça et seulement de ça, c'est-à-dire qu'ils vont trouver des donneuses d'ovocytes pour des couples partout dans le monde. En fonction des critères. Donc, si tu veux une donneuse qui soit caucasienne, ils vont trouver une donneuse caucasienne. Si tu veux qu'elle soit asiatique, voilà. Tu dis ce que tu veux exactement. L'idée, c'est toujours trouver une donneuse qui ressemble aux parents pour que l'enfant puisse quand même s'attacher aux parents, puisque 50% du matériel génétique de notre enfant, c'est celui de la donneuse. Donc, c'est important que la donneuse ressemble aux futurs parents. D'accord, ok. Et vous avez trouvé facilement finalement une donneuse, puis, enfin d'abord la clinique, mais ça vous étiez parti en Californie en ayant, je suppose, dans l'idée déjà la clinique par laquelle vous alliez passer. Oui, donc nous, la clinique, on a trouvé assez facilement, et la donneuse, on n'a pas trouvé si facilement que ça, parce que on a souvent plein de profils de donneuses qui pourraient nous correspondre,
Mais au final, il faut savoir que les donneuses, il faut qu'elles soient compatibles avec les futurs parents. Donc là, on rentre dans un domaine génétique. Oui. Donc il faut qu'il y ait une compatibilité génétique entre les futurs parents et la donneuse. Donc ça, c'est pas toutes les donneuses qui peuvent être compatibles. Mhm. Et après, il faut que la donneuse soit disponible au moment où on veut lancer le process. Donc, il faut la trouver au bon moment. C'est-à-dire que si on choisit sa donneuse un peu trop en avance et qu'on ralentit un peu le process parce qu'on n'est pas prêt financièrement ou parce que logistiquement on n'a pas encore fait son don de sperme, la donneuse peut dire bah voilà, ça fait déjà 2 mois que j'attends, donc j'ai autre chose à faire, bye bye. Donc Oui. ça, c'est les deux choses. La compatibilité génétique avec la donneuse et le timing, c'est très important pour pouvoir trouver la bonne donneuse au bon moment. D'accord. Nous, on a dû mettre quand même 6 mois avant de trouver la bonne donneuse Mhm. parce qu'on a eu un souci de compatibilité génétique au départ. Donc, il a fallu tout recommencer à zéro et trouver une autre donneuse. Mhm. Et ensuite, une donneuse qui était disponible, mais qui avait un calendrier particulier. Donc, il fallait qu'on s'ajuste en fonction d'elle. Mais nous, ce qui a été le plus compliqué, c'est la partie donneuse d'ovocytes, en sachant que nous, on n'a pas de contact avec la donneuse d'ovocytes. Alors ça, si, c'est un point particulier. On peut avoir un contact avec la donneuse d'ovocytes ou pas. Nous, on a choisi de ne pas avoir de contact avec la donneuse d'ovocytes. Donc, on a son profil, on a ses photos, on a un petit résumé de ce qu'elle fait dans la vie, mais on n'a pas un moyen de contacter cette personne. D'accord. Et Elliot aura-t-il le moyen, s'il le souhaite plus tard ou pas, de la contacter? Quand Elliot a 18 ans, il peut faire toutes les recherches qu'il souhaite pour trouver cette donneuse. D'accord. Donc c'est. La première recherche à faire, c'est de contacter la clinique, Mhm. parce que la clinique est l'intermédiaire à toutes les informations. Et la clinique peut jouer les intermédiaires en contactant la donneuse et en disant bah tiens, j'ai cet enfant qui a 18 ans maintenant grâce à un don que vous avez fait il y a 20 ans. Est-ce que je peux lui transmettre votre adresse email? Et la donneuse peut dire oui ou elle peut dire non. D'accord. Ça, c'est quelque chose dont elles ont conscience dès lors qu'elles font le don, en fait. Elles savent, ou en tout cas, elles donnent leur accord pour qu'on puisse éventuellement les contacter? Elles donnent pas leur accord pour qu'on puisse. Enfin, D'accord. il y a deux possibilités. Soit elles donnent leur accord pour qu'on puisse les contacter et en même temps elles donnent leur identité aux parents. Donc les parents ont l'identité quand l'enfant a 18 ans, il peut les contacter comme il veut. Mhm. Soit elles ne donnent pas leur identité, donc il n'y a pas un accord de contact avec les parents. En revanche, l'enfant, quand il a 18 ans, il n'y a pas de loi qui interdit à un enfant qui est né grâce à un don d'ovocyte de ne pas faire des recherches sur sa maman biologique, entre guillemets. Donc, l'enfant peut faire les recherches. D'accord, ok. Donc, elles savent que éventuellement quelqu'un peut frapper à leur porte quand il aura 18 ans et dire ben voilà, je suis né grâce à ton don d'ovocyte. D'accord. Et en termes de timing, donc tu me disais, là, ça vous a pris déjà 6 mois pour trouver une donneuse et une mère porteuse, c'est ça? Alors, la partie donneuse et mère porteuse sont deux entités totalement Tout à différentes. fait. Nous, on a tout lancé en même temps. C'est-à-dire qu'on a lancé la recherche de la donneuse et de la mère porteuse en même temps. On a donc, en 6 mois, on avait notre donneuse et notre mère porteuse. Il faut savoir qu'on peut avancer sur les deux tableaux en même temps. On fait tous les examens pour la mère porteuse, la rencontre de la mère porteuse, tout ce qu'il y a à faire avec la mère porteuse. Et en même temps, on fait toute la partie création des embryons avec la donneuse. Donc ça, c'est possible. Nous, on a eu un parcours plutôt rapide puisqu'il y a eu 18 mois entre le moment où on a lancé concrètement la procédure, et c'est-à-dire en faisant notre don de sperme, et la naissance d'Elliot. Donc ça a été plutôt rapide. Oui, c'est rapide. C'est ça. La moyenne, c'est quand même 18 mois entre le moment où on se lance. Je ne parle pas de la partie préparation, c'est-à-dire réflexion, prise de renseignements, ça peut durer plusieurs années. Mais une fois qu'on se lance, en général, la moyenne, c'est 18 mois. D'accord. Est-ce que ça t'impose d'être présent sur place relativement fréquemment? Est-ce qu'il faut envisager de partir un certain temps pour pouvoir organiser tout ça? Alors, comment ça se passe? En fait, pour les parents qui sont français, ils ont 2 voyages obligatoires. Un voyage pour faire, alors dans le cas d'un couple homosexuel garçon, un voyage obligatoire pour faire le don de sperme, et un voyage obligatoire pour récupérer leur enfant à la naissance. Oui, normal. Le premier voyage, il va durer 3-4 jours, et le deuxième voyage, il va durer au moins 1 mois, 3 à 4 semaines en fait, le temps tout simplement d'avoir des papiers pour pouvoir rentrer dans son pays avec un passeport pour son enfant. D'accord. Il y a 2 voyages obligatoires seulement. D'accord.
Donc, vous avez trouvé votre mère porteuse, vous avez trouvé votre donneuse d'ovocytes, vous avez trouvé votre clinique. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, une fois qu'on a tout ça, on va pouvoir créer les embryons. Donc, le docteur va créer les embryons. Les embryons créés vont être cryoconservés, donc ils vont être congelés. Mhm. Et on va préparer l'utérus de la mère porteuse pour pouvoir accueillir l'embryon. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a transféré 2 embryons en même temps dans l'utérus de la mère porteuse. Un qui était relié biologiquement à mon mari Alex et un de moi. Mhm. Et finalement, après la première échographie, on s'est rendu compte qu'il n'y avait qu'un seul embryon qui avait tenu. Et D'accord. on est plutôt content après avec le recul. Mais en tout cas, voilà, on avait pensé peut-être avoir des jumeaux. Finalement, la nature a fait le reste. Et on a eu un petit garçon, Elliot, qui est né pile poil à 9 mois de grossesse dans une maternité, à côté de là où vivait la mère porteuse, donc à côté de San Francisco. D'accord. Vous avez eu un lien avec la mère porteuse pendant toute la grossesse ou vous avez laissé faire? Toute la grossesse, on a eu un lien. Donc, on a dû aller la voir une fois pendant la grossesse pour faire une échographie avec elle. Mhm. Mais sinon, on avait un lien sur les réseaux sociaux, sur Facebook. On faisait des FaceTime. Et c'est en général comme ça que se créent les liens, d'ailleurs, avec les mères porteuses, parce que personne ne vit à côté de là où vit la mère porteuse. Mhm. Mais ouais, nous, on a vu un lien. C'est là où ça m'a permis aussi d'apprendre l'anglais un peu plus précisément. Bon, j'avais un parcours comme tout le monde, c'est-à-dire que je fais une école de commerce, donc je parlais anglais comme la plupart des Français, et ça a été un bon exercice de parler avec ma mère porteuse pendant 9 mois de grossesse. Ah oui, je veux bien te croire. Et la mère porteuse, quand vous l'avez choisie sur quels critères? C'est la clinique? Non, c'est pas la clinique, c'est l'agence qui l'a proposé, qui vous l'a proposé? Exactement. Ouais. C'est une agence de mère porteuse qui propose un profil de mère porteuse. Il faut savoir que les agences, avant de proposer un profil, elles ont fait un certain nombre de checks, comme on dit aux États-Unis. Une mère porteuse, elle est présentée à des parents à condition qu'elle n'ait pas de casier judiciaire et que les personnes qui vivent avec elle n'aient pas de casier judiciaire, à condition qu'elle n'ait pas de problème financier, qu'elle n'ait jamais fait de banqueroute personnelle, qu'elle n'ait pas, je sais pas, sa maison hypothéquée et qu'elle ne reçoive pas des aides de l'État, à condition aussi qu'elle ait fait un test psychologique et que le test psychologique et le psychologue l'approuvent en tant que mère porteuse, et aussi à condition que socialement, elle soit soutenue dans cette démarche par sa famille et ses amis. Il y a même parfois des agences qui demandent des lettres des amis et de l'agence attestant qu'elle pourrait être une bonne mère porteuse. Donc tout ça, c'est l'agence qui avant de nous présenter notre mère porteuse, qui s'appelle Jessica, a fait tout ça. Et nous, on a rencontré Jessica en vrai, c'est-à-dire que en général, la plupart des parents rencontrent leur mère porteuse via Skype ou FaceTime parce que c'est difficile pour des Français de se déplacer aux États-Unis. Nous, on a eu la chance de la rencontrer en vrai dans une petite ville dont j'ai oublié le nom en Californie, avec le psychologue, donc avec un psychologue qui était là, qui travaillait pour l'agence de mère porteuse. Il y a toujours quelqu'un de l'agence qui est là pour la première introduction. Donc nous, on avait le psychologue qui était là et le courant est vraiment passé super bien. Elle était là avec son mari. On a dû parler avec le psychologue 30 minutes et ensuite on a décidé d'aller manger juste nous, d'aller déjeuner avec elle. Tout s'est passé super bien. Le soir, on a appelé l'agence en disant Jessica est top, on veut que ça soit notre mère porteuse pour porter notre enfant. Donc pour nous, c'est allé super rapide. En une journée, on était persuadés qu'elle pouvait porter notre enfant parce que le courant est vraiment bien passé. Oui, voilà. Il y a quand même une question d'affinité. Exactement. Alors après, ce qui est bien avec les États-Unis, c'est que les gens sont plutôt joyeux, happy, et que quand on veut être mère porteuse, on a déjà fait un travail. Comment dire ça ? On veut aider quelqu'un. Donc, quand on a pris cette décision et qu'on a passé toutes les premières étapes de l'agence, en général, c'est rare d'avoir une mère porteuse qui est là et qui fait la gueule et qui dit ah ben non, j'ai pas envie de le faire. Non. Oui. Il y a quand même une démarche. La première porteuse, au début, elle a contacté l'agence. L'agence a fait un certain nombre de recherches sur cette mère porteuse. Donc, une fois qu'elle est présentée à des parents, c'est qu'elle est super contente de les aider. D'accord. Et du coup, c'est l'agence de mère porteuse qui contractualise le lien ou comment ça se passe après ? Non, alors ça,
une fois qu'on a trouvé notre mère porteuse, que tout est OK, qu'elle a passé tous les tests cliniques, c'est un avocat. Donc, la mère porteuse a un avocat, nous, on avait un avocat, et entre nos deux avocats, ils discutent des termes du contrat, le contrat de GPA, qui va pouvoir déjà mettre sur papier toute la partie financière, parce qu'il faut en parler aussi, ça a un coût. Donc, la mère porteuse est rémunérée. Donc, dans ce contrat, il y a son salaire, combien elle est rémunérée, combien éventuellement elle toucherait s'il y avait un problème qui se passerait pendant la grossesse. Donc ça, c'est important, toute la partie financière. Il y a, je crois, la partie, en gros, pour résumer, qu'est-ce qu'elle a le droit de faire ou de ne pas faire pendant la grossesse. Bon, avec des choses basiques, c'est-à-dire que c'est sûr que dans tous les contrats, c'est écrit qu'elle n'a pas le droit de boire pendant la grossesse. Et puis si les parents, nous on était plutôt cool, on n'a rien mis, mais si on avait voulu qu'elle mange, par exemple, bio pendant toute la grossesse, on aurait pu le mettre dans ce fameux contrat. D'accord. Bon, on n'a pas fait ça. Et il y a aussi une partie qui fait très peur, parce que l'avocat nous avait posé des questions, genre, on liste tous les problèmes qui peuvent arriver pendant la grossesse. Bon, en général, ils n'arrivent pas, mais on les liste. Comme ça, au cas où ils arrivent, on va directement voir dans le contrat et on n'est pas obligé de rentrer en contradiction avec sa mère porteuse, en fait. D'accord. Donc, l'idée, c'est vraiment de brosser tout ce qui pourrait arriver. Comme ça, si ça arrive, eh ben, on va regarder dans le contrat et on ne rentre pas en confrontation avec sa mère porteuse. D'accord, ok. Ok, et alors du coup, tu parlais du budget tout à l'heure, parce qu'effectivement, il y a une partie financière qui n'est pas neutre. En gros, combien, en moyenne, on doit compter pour pouvoir avoir un enfant par le biais de la GPA aux États-Unis, hors, je te parle hors voyage, enfin voilà, vraiment le... Ouais, alors je peux même te donner une enveloppe globale, même avec voyage, c'est-à-dire tout compris. Ne vous lancez pas dans une GPA si vous n'avez pas entre 130 000 € et 150 000 €. Ouais, c'est Ça, c'est le énorme. budget global, c'est énorme. Et nous, on a fait un emprunt au Crédit Mutuel parce qu'on ne pouvait pas payer ça. Maintenant, j'ai la chance de travailler avec des couples français et je pense que 80% des couples font des emprunts pour pouvoir financer leur GPA, parce que c'est un prix énorme qui s'explique parce que le système de santé américain coûte très cher, qui s'explique parce que il faut quand même rémunérer la mère porteuse, que les mères porteuses sont rémunérées en moyenne entre 40 000 et 50 000 $. Oui. Donc ça, c'est de l'argent qui va à la mère porteuse. Et finalement, c'est pas mal parce qu'on se rend compte que dans ce process, la rémunération de la mère porteuse, il n'est pas tellement important par rapport aux gros chiffres que je vous ai annoncés tout à l'heure. Mais voilà, en gros, il y a la partie légale, bien évidemment, qui coûte aussi de l'argent. Oui. Avec ce budget, les avocats, parce que les avocats, c'est pareil, c'est un business. Mais entre 130 000 et 150 000 €, vous pouvez encadrer une GPA en étant un petit peu large aussi. D'accord. Ok. Et alors, la grossesse de ta mère porteuse se passe bien, vu que Elliot est là. Comment ça s'est passé en fait? Donc vous êtes allé une première fois pour une échographie, et ensuite pour l'accouchement, tu y vas sur une date à peu près prévue. Comment ça se passe? Alors nous, le docteur de la clinique nous avait donné une date d'accouchement approximative, peut-être 8 mois avant l'accouchement. Et il est né exactement à cette date. Donc, on était arrivé sur place une semaine avant, parce que l'agence, et d'ailleurs, tout le monde recommande un peu d'arriver une semaine avant, au cas où l'enfant arrive un peu prématurément. Et donc, on est resté en tout sur place, je pense, nous, 15 jours. Puisqu'une fois que Elliot est né, il a dû rester peut-être 3 jours à l'hôpital parce qu'il avait un début de jaunisse. Et on est reparti à Las Vegas. On a eu la chance de repartir à Las Vegas. Non, on a dû rester sur place 10 jours. 10 jours sur place. Et on est rentré ensuite en voiture, donc de San Francisco à Las Vegas. Il y a quand même 9 heures de route. Oui. Donc on est rentré avec lui dans la voiture qui avait 3 jours. Ça fait un peu bizarre. On a fait d'ailleurs une étape à l'hôtel où on était dans un petit motel avec un enfant de 3 jours, 2 papas. Enfin, personne ne nous a jugés, personne ne nous a regardés. Peut-être que des gens nous ont regardés, mais on était plus stressés, je pense, que les gens autour, en se disant, mais mon Dieu, les gens vont penser qu'on a enlevé cet enfant. Tu m'étonnes. En plus, il n'arrête pas de pleurer. Voilà. Mais tout s'est très bien déroulé et on est rentré ensuite dans notre maison de Las Vegas. Et
On est resté, je crois, 3 jours aux États-Unis avant de repartir en France parce qu'on était toujours résident français. Donc, on est reparti en France puisqu'on vivait entre les États-Unis et la France. D'accord. Et à ce moment-là, Elliot avait déjà ses papiers ou parce que ça a été rapide a priori, enfin, d'après ce que tu me dis, ça a été rapide. Alors, le passeport américain, il est rapide, hein, on l'a en 15 jours. Ah oui. Donc ça, c'est très, très rapide. Les papiers français à l'époque, donc il y a 5 ans, on pouvait pas retranscrire un certificat de naissance américain où il y avait 2 papas. C'était pas possible. Ouais. L'état civil français disait non, 2 papas, c'est pas possible. Donc du coup, on ne retranscrit pas. Oui, ils retranscrivaient pas même avec un seul papa et pas de maman. Exactement. D'accord. En 2018, 1er janvier 2018, ils ont changé les choses. On a pu retranscrire le certificat de naissance avec un papa seulement. Et c'est ce qu'on a fait. Donc, il est né en février 2015. Donc, il y a eu 2 ans où il avait juste son certificat de naissance français, où on vivait entre la France et les États-Unis, mais ça n'a jamais posé de problème. D'ailleurs, on est resté à un moment donné longtemps en France et il est allé à la crèche et ça n'a pas posé de problème qu'il soit américain et pas français. Et après, au 1er janvier 2018, on a changé les choses. Et maintenant, il a son passeport français et son passeport américain. D'accord. Ça a pris du temps, cette démarche? C'est compliqué? Il faut passer par un avocat? Comment ça se passe en France pour ça? Alors, en France, ça change régulièrement parce que les décisions de justice changent selon les juges. Il y a 2 possibilités. Soit on retranscrit le certificat de naissance partiellement, c'est-à-dire qu'il y a 2 papas aux États-Unis, il n'y aura qu'un papa en France et le deuxième papa fera une procédure d'adoption. Donc ça, c'est l'option 1 et c'était l'option qui était la plus utilisée dans les 2 dernières années. Mais là, il semblerait qu'il y ait des juges qui acceptent de retranscrire des certificats de naissance avec 2 papas. Mais dans ce cas-là, il faut saisir le juge. On peut pas aller à l'état civil directement et dire donnez-moi un certificat de naissance français parce que mon parent est français, comme pourraient faire tous les couples hétéros. Donc dans ce cas-là, il faut saisir le juge et le juge peut décider de retranscrire parfaitement avec 2 papas ou 2 mamans un certificat de naissance français. D'accord. Bon, il y a les décisions les lois de bioéthique qui vont arriver, qui pour l'instant sont définies mais qui sont pas votées. Donc je sais pas comment ça va évoluer. Mais le but à le combat, c'est que quand même, on puisse retranscrire, qu'on ait 2 papas, 2 mamans, un seul papa, une seule maman ou quoi que ce soit, qu'on puisse retranscrire un certificat de naissance étranger Oui, fidèlement. dans le registre français. Ça serait quand même quelque chose. C'est pas grand-chose. Hein. On n'est pas en train de dire qu'on va accorder le droit d'avoir des mères porteuses. Oui. Non, on est juste en train de dire qu'on puisse retranscrire le certificat de naissance d'enfants qui sont français et qui doivent être français. Ouais. Non, mais ça, c'est vrai que ce serait la base, hein. Ça crée tellement de problèmes à l'heure actuelle. Enfin, je comprends pas que cette filiation, elle soit pas. Enfin, en engorge les plus, tribunaux pour rien. oui, voilà. On ne demande pas de créer une filiation, pour le coup, on demande juste de retranscrire. Exactement, elle est déjà créée, la filiation. Mais exactement. Et alors, comment vous avez fait pour choisir quel papa, enfin, dans la mesure où vous savez pas de qui est Elliot, comment vous avez fait pour choisir quel papa apparaîtrait sur son acte de naissance de base et quel papa adopterait? Ah ah! Ah C'est là où je peux aller en prison parce que on ne sait pas quel est le papa biologique d'Elliot, donc on a fait plouf plouf. D'accord. Oui, parce que sinon tu dois mettre le père biologique. Normalement, la règle en France, c'est de mettre le papa biologique, mais ils te demandent pas d'arriver avec un test ADN, donc tu fais ce que tu veux. Nous, on sait pas, donc on a mis au pif. D'accord. Voilà. D'accord. Donc on a mis ce qui était le plus simple pour faire les démarches ensuite. Mais voilà. D'accord. Oui, bon, ce qui est cohérent. Donc vous ne savez toujours pas qui est le papa d'Elliot et vous ne le saurez jamais du coup. Nous ne savons pas. Et on le saura jamais. Bon, peut-être qu'un jour, on s'est dit qu'on ferait des tests éventuellement si Elliot avait un problème de santé et devait avoir, je sais pas, un don d'organe ou quoi que ce soit, ou un don de sang. Mais il est en pleine forme et pour l'instant, il n'y a pas de souci. Donc, on voit pas pourquoi on devrait faire un test génétique. Pour nous, même si on est divorcé, il est autant le fils de l'un que le fils de l'autre. D'accord. Et alors du coup, parlons du divorce en termes de jugement. Comment ça s'est passé pour la garde d'Elliot? Donc tu me disais tout à l'heure que Elliot est quasiment en temps complet chez toi, qu'il est scolarisé à Las Vegas. Comment vous avez établi la garde d'Elliot? Alors, on a fait le divorce aux États-Unis, ce qui facilite les choses. En gros, pour résumer, on
dit qu'Elliot est scolarisé aux États-Unis, donc à Las Vegas avec moi. Mais les règles entre moi et mon ex-mari, donc il s'appelle Alex, je vais l'appeler Alex. Hein. Donc les règles entre moi et Alex, l'idée c'est que à toutes les rentrées scolaires, on regarde ce qu'on veut faire pour Elliot. D'accord. Plus il grandit et plus ce sera, on regarde ce qu'on peut faire pour Elliot en tenant compte de ce qu'il veut faire lui. Donc pour l'instant, on a décidé qu'il était à Las Vegas, mais potentiellement tous les ans, on peut changer les choses si Elliot décide de vouloir aller en France ou si Alex décide que c'est mieux qu'Elliot vienne en France avec lui. Aujourd'hui, c'est juste de la logistique. Alex a un boulot très prenant en France et à des horaires qui sont malheureusement pas des horaires de bureau. Donc, logistiquement, c'est plus facile pour moi de m'occuper d'Elliot parce que je travaille de 8h à 5h. Donc, c'est plus simple. Alex, aujourd'hui, vit quand même toujours entre Las Vegas et la France. Il a plus de pied-à-terre à Las Vegas. Mais nous, dans notre maison, on a une chambre qui est la chambre d'Alex. Comme ça, il peut venir voir Elliot quand il veut. Donc, s'il veut venir passer 3 mois chez nous pour être proche d'Elliot, il n'y a aucun souci. L'idée, c'est que Alex, un jour, peut-être revienne vivre aux États-Unis, à Las Vegas. Et dans ce cas-là, on fera une garde alternée. Enfin, une semaine. Enfin, bref. Mais ça se passe plutôt bien. Je pense que c'est un peu parfois frustrant pour Alex parce que malheureusement, il peut pas physiquement passer du temps avec Elliot. Mais on s'appelle tous les jours. Elliot fait des FaceTime avec papa Alex, comme il l'appelle, tous les jours. Donc, il n'y a pas de problème. Et on essaie d'organiser les choses au mieux pour Elliot. D'accord. Donc, tu me disais tout à l'heure que toi, tu avais des horaires de boulot assez classiques. Actuellement, tu fais partie du staff d'une clinique de fertilité, donc justement sur Vegas. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu quel est ton travail ? Je pense que, si j'ai bien compris, tu es coordinateur ou quelque chose comme ça ? Alors, l'intitulé exact de mon job, c'est Case Manager. Donc, en gros, ce que je fais, c'est que j'accompagne tous les francophones qui souhaitent avoir recours à une PMA ou une GPA avec notre clinique. D'accord. Donc, 80% de ces francophones sont des couples homosexuels qui habitent en France, en général, et qui ont besoin d'une mère porteuse pour pouvoir réaliser leur rêve de fonder leur famille. Et 20% sont des couples hétéros français qui, malheureusement, ne peuvent pas avoir d'enfants parce que je sais pas, il y a une personne qui a un problème d'utérus ou quoi que ce soit, donc ils ont besoin d'avoir recours à une mère porteuse. Donc voilà, on a 80% de couples homosexuels, mais on a aussi quand même 20% de couples hétéros qui malheureusement ont besoin d'une mère porteuse pour fonder leur famille, et pour ça ils sont obligés de venir aux États-Unis. D'accord. Mais c'était pas Donc moi j'accompagne sur toute la partie clinique. D'accord. C'était pas du tout ma vocation au début. Oui, voilà ce que j'ai fait dit. une école de commerce à Clermont-Ferrand. J'ai commencé à faire un peu de finance. Bon, ça m'a pas plu trop. Après, je faisais du marketing et j'ai trouvé ce job complètement par hasard. Donc, c'est pas la clinique avec laquelle on était passé, mais ce job, j'ai trouvé complètement par hasard. C'est une copine qui un jour m'envoie un message en me disant: Romain, regarde, j'ai trouvé une annonce. C'est le job parfait pour toi. Et c'était le Fertility Center de Las Vegas qui recherchait un coordinateur parlant français pour s'occuper des parents francophones. Oui, c'était vraiment je leur ai envoyé mon CV. Le lendemain, j'avais un entretien d'embauche. L'entretien d'embauche, ils m'ont dit: bon, on sait pas trop ce que tu vas faire. L'idée, c'est quand même qu'on a quand même pas mal de patients français et on voudrait quelqu'un qui puisse leur parler français parce que les Français sont très mauvais en anglais, donc ils sont rassurés quand quelqu'un parle français. Et donc du coup, je leur ai dit: ok, bah ça me branche bien. Le lendemain, j'avais une offre d'emploi et le surlendemain, je commençais à travailler. Wow. Donc voilà, et j'ai créé carrément le poste parce que je considère que les Français, et même moi dans la fonction de fonctionner, on ne travaille pas du tout comme les Américains. Donc j'ai essayé de créer un poste sur mesure pour m'occuper des Français de la façon française, c'est-à-dire un peu moins de la façon business que les Américains abordent dès la première communication, et plutôt être dans l'empathie. Et c'est pour ça que je suis plus que ravi d'expliquer comment fonctionne la GPA aux États-Unis, même si derrière, la personne n'en a pas besoin. J'aime bien expliquer pour des gens qui veulent fonder leur famille, mais aussi expliquer pour éduquer des personnes qui veulent juste savoir comment ça fonctionne.
D'accord. Et tu sais combien de couples tu as accompagnés et combien de naissances tu as générées finalement? C'est pas très joli de dire ça comme ça, mais Alors, on a permis la naissance, depuis que je suis au Fertility Center, donc ça va faire bientôt 3 ans, de 40 enfants français. Et l'année dernière, j'ai 60 couples slash célibataires qui ont commencé leur GPA. Donc, d'accord. je suis un petit nouveau au Fertility Center qui est ouvert depuis 32 ans quand même. Oui. Mais moi, cette année, j'attends 50 enfants et potentiellement 60 l'année prochaine. Waouh! euh, pour des francophones. Donc c'est pour ça que c'est important de montrer ces chiffres parce que c'est quand même beaucoup de personnes. On n'est pas le seul fertility center aux États-Unis, donc il y a d'autres fertility centers, des parents qui utilisent d'autres fertility centers. Donc je pense qu'on ne doit pas être loin de peut-être 300 à 400 enfants français qui naissent tous les ans grâce à une mère porteuse aux États-Unis ou au Canada, parce on travaille aussi avec des mères porteuses au Canada. Euh, et voilà. Et malheureusement, des enfants qui rentrent en France dans un système qui permet pas de les accueillir, Mmh. où ils sont mis en marge de la société. C'est important aussi de rappeler ces chiffres pour que la loi puisse changer et que tous ces enfants puissent avoir un certificat de naissance et vivre comme des enfants français. Oui, c'est ça. C'est vrai que c'est, clairement, enfin, quand tu t'annonces des chiffres comme ça, on peut pas passer à côté. C'est pas possible de se dire qu'il y a 400 enfants par an sur, X années parce que, tu dis ça fait 35 ans que le Fertility Center de Vegas existe, ou enfin des enfants qui n'ont pas d'état civil. Alors maintenant, ils arrivent à en avoir un, depuis peu, mais, tu sur 35 ans? C'est clair. Et C'est bon après, en plus ça va de façon exponentielle. C'est-à-dire bon, il y a 30 ans, peut-être que 35 ans, peut-être qu'il y avait un ou deux couples de Français, oui. mais là c'est de plus en plus. Donc en effet, et même si aujourd'hui on peut retranscrire, c'est quand même bancal. S'il arrive quoi que ce soit à l'un des parents avant que la retranscription ou l'adoption soit faite, et ben on a des enfants qui se retrouvent sans parents. C'est ça qui est surtout important. Oui, complètement. On a le Même même nous, notre cas de divorce, bon, nous, on s'entend bien et on a fait les choses correctement. Mais si des parents divorcent et que finalement, il n'y a pas eu de retranscription, il n'y a pas eu d'adoption, et ils s'entendent mal, un des parents peut récupérer le droit et la garde d'un enfant uniquement et pas mmh. avoir l'autre papa qui puisse bénéficier de la garde. Oui, on a le même problème, hein, sur les couples, homosexuels, en France qui donc, font des enfants, sans le biais de la GPA. Mais, avec un délai déjà de 6 mois, alors c'est rien, hein, par rapport au délai que toi t'annonces, mais on a déjà un délai de 6 mois pour pouvoir, lancer une adoption. Puis, ensuite, tout le temps du parcours et là actuellement, il y a des tribunaux qui donnent des réponses sous 18 mois. Pendant ce temps-là, il peut se passer plein de choses. C'est très compliqué, hein. Exactement. C'est très compliqué. Je vais te poser une question que je pose, fréquemment, enfin quasiment dans tous mes épisodes. Est-ce qu'un enfant peut être heureux avec 2 papas? Alors, je vous encourage à regarder mon Instagram et à me prouver qu'Eliott n'est pas heureux avec 2 papas. Bien sûr qu'il peut être heureux avec 2 papas, comme il peut être heureux avec 2 mamans, avec un seul papa, une seule maman, un papa, une maman. Ce qui est important de rappeler, c'est que toutes les familles sont différentes et que quand on a de l'amour à transmettre, il y a aucune raison que les enfants soient pas heureux. Il faut juste leur expliquer d'où ils viennent et jamais leur mentir et comme ça les enfants sont heureux. Tu as expliqué, enfin vous avez expliqué à Elliot, le parcours que vous avez effectué? On lui a expliqué, il sait exactement, depuis qu'il est né, on lui raconte la petite histoire de sa vie. Aujourd'hui, il est conscient qu'il était dans le ventre donc de Jessica, sa mère porteuse, Mmh. qu'il voit régulièrement. Ah oui, Donc vous il êtes est toujours en conscient de ça. contact? On est toujours en contact. Elle vient pour tous ses anniversaires. On est toujours en contact. Super. En revanche, on n'a pas été plus en profondeur sur la partie donneuse d'ovocytes, création des embryons, puisqu'à 5 ans, Oui, on c'est pense petit. plutôt à jouer aux super-héros, aux Power Rangers ou je ne sais quoi. Oui. Et on en a un peu, on s'en fout un peu des spermatozoïdes et des Oui, ovocytes. c'est Mais en clair. tout cas, oui, il a accès à son histoire, on lui rappelle régulièrement son histoire. Et ça, c'est très important aussi. Mmh. Parce que comme ça, on cache rien. Et quand on cache rien, il n'y a pas de surprise et les enfants peuvent évoluer correctement. Ouais, tout à fait. On a déjà juste cette partie-là, Mmh. mais il nous a déjà demandé pourquoi lui, il n'a pas de maman et voilà, c'est facile de lui expliquer. Alors encore plus maintenant où dans une classe, il va y avoir des parents divorcés, il va y avoir des parents célibataires, il va y avoir des familles homoparentales.
c'est facile d'expliquer que toutes les familles sont différentes et que lui, il a 2 papas. Il a même 2 papas et un beau-papa. Voilà, et que c'est comme ça. Mmh. Est-ce que dans la clinique dans laquelle, tu officies du coup, vous proposez aussi un suivi, psychologique pour accompagner, les parents peut-être dans ces futures questions ou, même dans le parcours? Alors, on a un psychologue à notre disposition, nous, à la clinique. En revanche, je conseille toujours les Français de trouver un psychologue en France. Pourquoi? Parce que notre psychologue, il parle seulement anglais. Mmh. Et quand on rentre dans une relation psychologique où on fait une séance pour essayer d'expliquer ce qu'on ressent et tout ça, je pense que c'est toujours mieux de le faire dans sa langue maternelle. Ouais, complètement. Donc, on a du coup, j'ai une liste de psychologues français et je conseille tous les parents. En général, il faut voir le psychologue 1 ou 2 fois, juste pour 2 choses. Première chose, se dire si c'est un problème, mais que 2 papas ou 2 mamans peuvent avoir un enfant et que ça pose pas de problème. C'est la première étape, on est prêt, on peut Mmh. fonder notre famille, on est solide. Et la deuxième étape, c'est pour raconter l'histoire à l'enfant. Qu'est-ce qu'on raconte à l'enfant? Qu'est-ce Ouais. qu'on donne comme élément à l'enfant pour qu'il puisse se défendre aussi quand il sera à l'école et qu'on va lui dire oui, t'as 2 papas, c'est pas normal et tout ça. Donc il y a ces 2 aspects où ça peut être important de voir un psychologue et je conseille à tout le monde de voir un psychologue. Mais dans sa langue maternelle, c'est toujours mieux. Ouais, ouais, tout à fait et c'est vrai que c'est important, enfin, sur certains parcours en PMA, pour les couples de femmes, on a aussi, un passage obligatoire par le psychologue et finalement, c'est assez positif. Ça nous permet vraiment de nous projeter dans ce qui pourrait, advenir, et les questions qui pourraient se poser par la suite. Exactement. Et c'est pas, je sais pas, parfois l'étape psychologue peut faire peur, mais au contraire, non, c'est plutôt intéressant. Il y a aussi toute la littérature, c'est-à-dire qu'il y a plein de petits livres, il y a plein de, comme toi, le podcast Mmh. que tu es en train de faire en ce moment. Moi, j'encourage tous les parents à regarder les blogs, les podcasts, lire les petits livres. Ça aide énormément les enfants et les Ouais, parents. complètement. C'est vrai que l'idée du podcast, c'était aussi d'avoir, une trace, un témoignage pour nos enfants plus tard, pour, comprendre ce qui s'est passé, comment ils ont été conçus et surtout que c'est beaucoup d'amour, qu'ils ont été faits avec beaucoup d'amour, quoi. Exactement, c'est de l'amour, c'est que de l'amour pour le coup. Et c'est ça qu'il faut que les gens comprennent et surtout les gens qui sont contre tout ça. C'est que on veut juste donner de l'amour à un enfant et c'est dommage qu'on ne puisse pas nous donner la possibilité de le faire. Oui, tout à fait et c'est vrai que ça, aujourd'hui, bon, je sais que la loi bioéthique qui doit paraître doit normalement légiférer sur la GPA, mais j'y crois pas trop. Je pense que ça va encore être une partie qui va être bottée en touche. Mais aujourd'hui, je pense qu'il faut surtout, encadrer, en fait. Parce qu'actuellement, ce qui fait peur, c'est que tout le monde pense que c'est pas encadré et effectivement, c'est pas encadré puisqu'il y a pas de reconnaissance en France. Donc le fait d'encadrer, ça aiderait beaucoup, la perception, des couples extérieurs, enfin des personnes extérieures à nos familles. Exactement. Il y a toute une partie française qui est vraiment en retard. Toute la partie, même la loi de bioéthique qui va être promulguée ne va pas en profondeur. Mmh. Quand on regarde les autres pays européens, il y a tellement de choses qui sont bien plus avancées que la France. On attendrait de cette loi de bioéthique d'être en Mmh. avance et de couvrir beaucoup plus de sujets de société qui vont arriver dans les dizaines d'années, dans les prochaines Mmh. années. Mais malheureusement, on brosse juste certains problèmes, mais on va pas en profondeur. Ouais, je C'est suis d'accord. dommage. C'était pas tellement ce qu'avaient promis les gouvernants en place au Mmh. départ. Et c'est dommage que finalement on met des petits, comment dire ça, mais des petits pansements sur des problèmes sans vraiment réformer les choses en profondeur. Au Danemark, au Portugal, en Grèce, au Royaume-Uni, c'est pas des pays qui sont très loin de Ouais. nous. On a le droit d'avoir recours à une mère porteuse. Il y a des règles, il y a un cadre, mais on a le droit d'avoir recours à une mère Oui. porteuse. En France, on a l'impression que on va brûler les personnes qui pensent pouvoir un jour être mère porteuse ou les couples qui souhaitent avoir recours à une mère porteuse. Ouais, C'est non, pas mais c'est normal. sûr. Mais on est déjà très, très en retard sur ne serait-ce que la PMA, donc je pense que la GPA, ça va être compliqué pour faire avancer les choses. On est d'accord. D'ailleurs, j'ai pas pensé à te demander tout à l'heure, tu me disais que Elliot avait un acte de naissance, avec les 2, avec vous 2, avec les 2 papas. La filiation, elle a été directe?
Pour l'acte de naissance, quel acte de naissance? L'américain ou le français? L'américain, pardon. Oui, Ah l'américain. oui, pardon, oui. Ah bah, aux États-Unis, c'est simple. Quand tu as recours à une mère porteuse, ton enfant devient ton enfant avant sa naissance. C'est-à-dire qu'il y a une décision de justice d'un juge qui intervient jusqu'à 8 semaines avant la naissance prévue. Donc, D'accord. comme ça, quand ton enfant naît, la sage-femme te remet ton enfant, la mère porteuse est déjà plus dans le process. D'accord. La filiation, c'est vraiment. Donc oui, on est, rendez compte, en France, il faut attendre 18 mois avant qu'il y ait une filiation avec deux parents qui soient homo. Aux États-Unis, c'est avant la naissance que tout est fait. Donc déjà, on voit la différence. Oui, c'est une Ouais, vraie différence. Mm. et c'est Pourtant, beaucoup plus simple. c'est un pays qui est quand même relativement conservateur, qui est très croyant, très pratiquant. On pourrait se dire qu'il serait plutôt en retard, plutôt rétrograde sur ce genre de questions, mais en fait, ils sont très en avance. Hein. En fait, les États-Unis, c'est un paradoxe. Déjà, il y a deux Amériques. Il y a l'Amérique des côtes et l'Amérique du centre. L'Amérique des côtes, elle est très, très en avance. Encore une fois, je disais, la GPA, ça fait plus de 30 ans. Donc, c'est plutôt cool. En revanche, il y a quelque chose qui est dans l'ADN de tous les Américains, c'est je fais ce que je veux avec mon argent, avec mon corps et avec ma vie. Et Mhm. ça, c'est important. C'est pour ça aussi que certains États interdisent l'avortement. Bon, là, je suis désolé, on dévie de sujet, mais parce qu'en Mhm. gros, ils considèrent que le fœtus n'est plus, ou l'embryon n'est plus le corps de la personne, mais c'est un corps extérieur. Donc c'est pour ça qu'il doit grandir. Mais ça va dans D'accord. la même logique en fait qu'être mère porteuse. Il y a beaucoup de mères porteuses qui sont de religion mormone Mhm. euh, et qui veulent aider parce que leur religion, enfin, la religion pour eux vont dire il faut aider son prochain, il faut aider. Donc si on peut aider un couple, même s'il est homosexuel d'ailleurs, parce que moi j'ai travaillé avec des mères porteuses qui sont mormones et qui ont aidé des couples homosexuels. Mais en revanche, si à 6 mois de grossesse, on se rend compte que l'enfant a une malformation et qu'il va naître handicapé, ces mères porteuses sont contre l'avortement. C'est-à-dire que si les parents se disent ben, on préfère arrêter là parce qu'on ne veut pas un enfant qui naisse handicapé, on ne veut pas qu'il soit handicapé toute sa vie pour lui, Mhm. il y a des mères porteuses, comme tu disais tout à l'heure, qui sont religieuses et qui vont refuser ça. D'accord. Donc, c'est plutôt logique, c'est-à-dire c'est une logique de chacun fait ce qu'il veut, avec son corps, avec son argent. Alors bien sûr, je dis pas que c'est l'idéal, hein, parce qu'il y a aussi de gros problèmes à cause de ça. Bah oui, nécessairement. Mais ça inscrit le fait de je fais ce que je veux avec mon utérus, j'aide qui je veux dans tout ce process. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, d'ailleurs aux États-Unis, je crois qu'il n'y a plus que 2 États qui interdisent les mères porteuses. Ah oui. Ah oui, j'aurais pensé, tu vois, qu'il y avait beaucoup plus d'États dans lesquels c'était pas légalisé. Je pensais qu'il y en avait que très peu finalement qui l'autorisaient. Non, il y a 4 États qui ne l'autorisent pas. Le Nebraska, la Louisiane, le Michigan et l'État de New York. D'accord. Ok. Donc, c'est Oui, ça plutôt, en passe d'être, enfin, maintenant c'est reconnu partout, c'est c'est même commun, plus une ouais. question. Ouais, c'est commun. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, vous souhaiter pour la suite? Et ben, peut-être un deuxième enfant? Ouh! Bah, écoute, je te le souhaite. Donc là, tu partie parce que tu me disais en début d'interview que tu étais partie, vous vouliez qu'un enfant. Donc là, tu serais intéressée Ouais, à avoir alors, un 2e? avec mon nouveau mari, Mmh. j'ai l'impression d'être, Elizabeth Taylor quand je dis ça. Tu en as Mais que en 2. gros, j'espère en garder que 2. Mais, oui, ben, on aimerait bien, peut-être fonder avec mon nouveau mari notre famille et avoir un second enfant. Donc on y réfléchit. Mmh. On a un dossier qui est déjà ouvert au Fertility Center de Las Vegas D'accord. et dans une agence de mère porteuse. Mmh. Mon mari travaille pour une agence de mère porteuse, donc on est Ah d'accord. très très orienté GPA. Oui, oui, ça va. Mais voilà, Vous y connaissez bien. D'accord. exactement. Mais là, du coup, on essaie de voir comment organiser les choses financièrement. C'est la seule chose. Oui, oui, forcément. Parce que même si on va pas payer le plein tarif parce qu'on travaille dans ce milieu, il y a quand même, enfin, va quand même falloir payer un certain nombre de choses. Donc voilà, une fois qu'on aura réuni financièrement l'argent, on se lancera dans ce projet. Donc, tu peux me souhaiter un deuxième Eh enfant. beh, je te souhaite un 2e, voire un 3e si tu souhaites avoir des jumeaux enfants. Ouais, je suis pas sûr que j'aille jusqu'à 3. Non, mon mari est mexicain et il a peut-être
Il a 2 sœurs et 2 frères, et il voudrait avoir 5 enfants, mais moi je reste très français, 2 enfants c'est parfait. D'accord. Pas besoin Bon, d'un après, je ne peux que t'inciter à en avoir plusieurs, hein. J'en ai moi-même plusieurs et c'est que du bonheur. Mais en tout cas, ouais, c'est génial. Enfin, c'est un super projet et je te le souhaite, je vous le souhaite à tous les 2 et je le souhaite aussi à Elliot parce qu'avoir un frère ou une sœur, c'est quand même magique dans la c'est vie. sûr, surtout en période de confinement. Oui, tout à fait. Particulièrement en Désolé, période de ça fait confinement. Il fallait le placer. Désolé, je mets quelque chose du coup qui sera anachronique dans quelques mois, Non, il y a mais aucun souci, au voilà. contraire. Je fais d'autres enregistrements, Oui. sur la période et on en parle aussi, pas de souci. En tout cas, je te Pas de remercie vraiment beaucoup, d'avoir donné la parole, à tous les papas de France et sûrement de l'étranger qui, ou futurs papas qui souhaiteraient en tout cas le devenir. Vraiment, enfin voilà, je te remercie pour ton témoignage parce que c'est encore pas facile, effectivement, parce qu'en France, c'est pas du tout légalisé, légiféré, donc c'est un peu la chasse aux sorcières, hein, par rapport Avec à ça. grand plaisir, et je suis plus que disponible s'il y a besoin de répondre à des questions. C'est très gentil. Je mettrai en lien de cet épisode dans le lien de ta clinique pour que les auditeurs puissent se tourner vers toi en direct, en tout cas pour ta clinique. Merci beaucoup, Romain. Avec grand plaisir, merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à soutenir le podcast en lui mettant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et plus particulièrement sur Apple Podcast, afin de lui donner plus de visibilité. N'hésitez pas à le partager et à le faire découvrir. Plus nous gagnerons en visibilité et plus nous aiderons d'autres familles à se construire et ainsi nous normaliserons les nouveaux schémas familiaux. Peut-être aurons-nous aussi la chance de pouvoir rassurer et montrer la voie aux nouvelles générations. Vous retrouverez en note de cet épisode le compte Instagram de Romain ainsi que le lien vers sa clinique de fertilité à Las Vegas. Je vous souhaite une très belle fin de journée et vous dis à vendredi prochain pour écouter un nouvel épisode du podcast Les enfants vont bien. Ask me if I'd pinch you, but my fingers wouldn't bend. I'll be right behind you, Josephine. Just like I was when we were 17. I guess it's only been a year, but still it feels like 34. I don't feel like I am living in the same skin anymore. Now hold my hand, hold my breath. There's nothing in this world we really own. And Jesus Christ, if you tore my heart out, the only thing I'd feel is less alone. Less alone. I'll be right behind you, Josephine. Even when my soul's an amputee, and my bleeding heart is sinking in the lake inside my chest. So I grab what I can cling to and I leave behind the rest. Now hold my hand, I'll hold my breath. There's nothing in this world we really own. And Jesus Christ, if you tore my heart out, the only thing I'd feel was less alone. Now hold my hand and take my breath and leave behind the things you'll never own. And Jesus Christ, please tear my heart out. Oh, I wanna feel a little less alone.